Carrasco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. Vous demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, ouais, oui, il est bon. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Et salut tout le monde et bienvenue sur Radio Diagonale pour un nouveau débrief, un débrief en live. Ça faisait longtemps, je crois, qu'on n'avait pas fait de débrief en live. D'ailleurs, le titre du dernier débrief, c'était vivement la fin de saison ou un truc comme ça, en tout cas en live. Donc, entre-temps, il y a eu 7 victoires. Hein, c'est quand même une grosse différence, notamment de dynamique. Et Monaco donc qui enchaîne face à Angers, hein, Monaco qui a toujours fin de victoire, 7e consécutive, c'est le record égalé de la saison dernière. Enfin, c'est pas un record, hein, mais on va commencer à chercher un petit peu là. Il va falloir commencer un peu à regarder en termes de série ce qu'on a pu faire et qu'est-ce qu'on a eu de mieux, hein, dans notre histoire. Il va falloir commencer à ouvrir les livres d'histoire. Et regarder ça de plus près. Mais en tout cas, là, pour aujourd'hui, on va regarder donc plus en détail ce match, cette victoire 2-0 de Monaco face à Angers. Bienvenue à tous ceux qui sont déjà sur le chat en cette belle après-midi ensoleillée. Et bienvenue à toi, Quentin. Salut, Quentin. Salut. Ouais, une après-midi qui s'y prête, hein, pour le coup, où il fait beau. On a du temps pour parler un peu de ces 7 victoires. Avec vous en live en plus. Alors là, on va parler que de la 7e, on va pas forcément parler des 6 d'avant, mais... Ouais, mais bon, on a du contexte. Là, la fin de saison approche, donc on peut commencer à parler points un peu, à parler fin de saison, on va dire. Ouais, donc ouais. On va dire les termes. Du coup, je te laisse commencer, puisque tu parles de points, donc je te laisse commencer avec tes 3 points. Exactement, alors mon premier point du coup, ce fameux 7 à la suite qui fait plaisir et alors pour moi du coup c'était important parce que déjà bon, on est à domicile, encore heureux qu'on les a, etc. Mais on avait quand même 3 titulaires en moins, faut le rappeler, qui sont Vanderson, Disasi et Tchouaméni. Et on a quand même réussi à aligner, enfin en tout cas Clément a réussi à aligner une équipe relativement viable qui a pu transpercer ce bloc angevin assez facilement finalement. C'est mon deuxième point parce que Angers est faible aussi, c'est une faible équipe, mais on vendangeait pas mal d'occasions, hein, contre ce genre d'équipe, mais finalement ça fait quand même plaisir de maîtriser des matchs comme ça. C'est vrai que même une équipe faible, des fois on pouvait se faire peur, et donc là on s'est clairement senti rarement en danger, et ça fait plaisir. Et du coup mon troisième point c'est le fait que, alors je vais quand même dire vivement la fin de saison encore une fois, de toute façon je l'avais dit, hein, c'est toujours mon troisième point. Cette fois, par contre, j'en suis sûr, c'est pour savoir à quelle place on finira dans cette course effrénée entre Rennes, entre nous et entre Marseille. Alors Marseille, si on croise les doigts, on touche du bois, si ce soir font un mauvais résultat. Mais voilà, donc pour le coup, ça donne un peu de hype, d'un peu plus d'intérêt à cette saison. Et toujours petit coup d'œil dans le rétro quand même sur Nice, qui est en ce moment en train de jouer à Bordeaux. Mais voilà, on peut se permettre un peu de rêver en cette fin de saison, et ça fait plaisir. Quant à moi, mes 3 points, c'est plus concernant la première période où j'ai pas trop compris pourquoi on a été aussi attentiste. Alors on a vu que Monaco a gardé quand même une bonne structure défensive, hein. On a vu Angers pas mal pressé, mais on leur a laissé beaucoup de ballons, et c'est vrai que je serais curieux d'avoir les explications un petit peu de Clément, si on les aura, parce que c'est pas sûr, hein, il faut aussi qu'on lui pose la question, hein, pour avoir une réponse. Mais j'aurais aimé savoir un petit peu pourquoi on n'a pas plus joué comme on l'a fait en seconde période. Pourquoi on n'a pas fait ça en première. Ce que je trouve un peu dommage. Alors bon, on a bien défendu, hein, mais voilà, je trouve qu'on a été un peu trop frileux, un peu trop attentiste. Voilà, c'est un peu dommage, même si Angers a pas été dangereux non plus. Mais voilà, j'aurais aimé avoir
une équipe tout de suite un peu plus conquérante. Voilà, on avait le sentiment qu'on on jouait pas forcément pour continuer ou mettre la pression à Rennes. Je regrette un petit peu ça. Le deuxième point, c'est aussi sur la fin de saison qui n'a pas grand sens après tout ce qu'on a subi et vu cette saison. Alors oui, j'avais dit que le podium, on pouvait l'oublier. J'avais dit ça, je sais pas, on devait être au mois de février peut-être, janvier, février, je sais plus. Non, peut-être pas janvier quand même. Mais il y avait un moment où je m'étais bien énervé et je disais qu'on en était quand même assez loin. Et là, on fait une série qui sort en fait de nulle part. Pourquoi elle arrive à ce moment-là alors oui, on pourra toujours dire qu'il y a un changement de coach, mais on a quand même le sentiment que les joueurs font un petit peu ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont envie de faire aussi. C'est-à-dire que s'ils ont envie, on voit qu'on a un effectif et une équipe qui est capable d'atteindre les objectifs de début de saison que le club avait fixés, et ceux qu'on avait pronostiqués aussi, parce qu'on était tous quand même à avoir, la plupart podium ou au minimum une 4e place, c'est ce qu'on avait pronostiqué au mois de septembre quand même. Or, ça arrive quand même très tardivement, donc voilà, c'est un peu ça. Encore une fois, ça laissera quand même de toute façon des regrets sur cette saison. Et puis le troisième point, je suis un petit peu déçu que Ben Yedder n'ait pas un peu plus marqué aujourd'hui, malheureusement. Alors il en a marqué un quand même, c'est très bien. Il égalise d'ailleurs Radamel Falcao avec 21 buts. C'était un des meilleurs scores au 21e siècle. Il y avait Shabani Nonda avec 26 en 2002-2003 et Falcao en 2016-2017 avec 21 en Ligue 1, je précise, uniquement en Ligue 1. Mais c'est dommage, c'est que il aurait pu en mettre 2 de plus aujourd'hui. Il aurait pu égaler Mbappé au classement des buteurs, et il a pas vraiment profité de ça. Donc surtout qu'il avait quand même les situations et les opportunités, c'était des face-à-face. Donc un petit peu dommage de ne pas avoir enfoncé le clou pour Wissam Ben Yedder, mais voilà, lui aussi il bat à chaque fois ses propres standards sur une saison en championnat. Il n'a jamais marqué 21 buts sur une saison en championnat, donc voilà, lui aussi améliore un peu ses chiffres, et dans tous les cas pour lui ça reste quand même très très bien, mais voilà, petite déception. Juste comme ça, Mbappé est à 24, donc il aurait dû en marquer 3 de plus. Ouais, bon. Ça aurait été un peu tendu, quoi. Mais, ouais, bon, ok. Au moins, il aurait dépassé Martin Terrier, qui est, on le rappelle quand même, qui assez humiliant. Oui. Ouais, il était 21, 20, 24. Ouais, Mbappé à quoi? Ah oui, il en a mis 2 hier. Ou vendredi soir, je sais plus. Ça stat pad. Ouais, bon, c'est comme ça. Parlons maintenant de la composition, Quentin. Évidemment, un 11 remanié, en tout cas légèrement retouché, parce que la structure, la base reste la même, mais un 11 qui devait aussi faire sans plusieurs absents. Ouais, c'est là où j'attendais un peu Clément, c'est dans sa gestion un peu des absences, surtout 3 absents d'un coup. C'est vrai que c'est un peu dur à encaisser à ce niveau-là. Alors, je pense qu'au niveau de la ligne défensive, il y avait peu de surprises. Un Maripane était tout indiqué pour remplacer un Disasi absent. Pour le reste, j'ai pas été très surpris de voir Aguilar par rapport à ses dernières performances. Et c'est au milieu, pour moi la question était vraiment au niveau des ailiers et des milieux, où on voyait un 4-4-2 se profiler de plus en plus ces dernières journées, ces derniers matchs, et on se demandait qui allait jouer un peu ce rôle d'ailier, d'ailier rapide, qui allait donner un peu de verticalité. C'était Gelson la plupart du temps avant, et ça a été Vanderson récemment. Et maintenant, les deux étant absents, on se demandait qui allait jouer ce rôle. Finalement, ça a été un Diop Golovin au niveau des côtés qui a été choisi. Je sais pas toi ce que t'en penses, mais ça m'a paru un peu logique sur le papier. Après, en soi, ça donnait pas grand chose en verticalité. Et on l'a vu en première mi-temps, on a eu peu d'occasions, en tout cas en contre, ou que ce soit en contre ou en vitesse, quoi. Ouais, peut-être que c'est vrai qu'on voit, Diop n'a pas joué depuis, n'a pas été titulaire depuis un bon moment. Faudrait que je regarde depuis quand exactement. Mais c'est vrai que voilà, ça fait. On a l'impression que. On pourrait peut-être se demander si il est compatible, peut-être avec ce que demande
Philippe Clément, voilà, sa dernière titularisation, c'était contre Strasbourg, donc c'est-à-dire avant notre bonne série, justement. Il n'avait pas été titulaire contre Paris, il avait été seulement remplaçant sur 3 et Rennes, où il avait même pas joué, il avait joué à peine 10 minutes. Donc c'est vrai que on peut se demander, enfin ça semble, de par ses qualités, ça semble être un peu le choix naturel de mettre Sofiane Diop, parce que par rapport aussi à ce qu'il a montré depuis la saison dernière, ça paraissait évidemment logique par rapport à ce dont on a disposé dans l'effectif à côté. Maintenant, c'est vrai que ça a impliqué aussi un jeu un petit peu différent, et un jeu surtout qui est peut-être trop proche de Golovin. En tout cas, cette volonté de souvent repiquer au centre. Et je pense que les entraîneurs aiment bien avoir le côté un peu asymétrique, c'est-à-dire un joueur qui soit un peu plus technique et capable de rentrer dans l'axe, et de l'autre côté un joueur qui soit plus capable de verticalité et de profondeur. C'est ce que faisait soit un Gelson, soit un Vanderson quand ils étaient alignés au poste de milieu droit. Donc voilà, je pense que peut-être 2 profils trop similaires, et ça n'a peut-être pas plu d'ailleurs à Clément. On va évidemment en reparler. Mais ouais, il a joué 25 minutes, j'ai regardé ses temps de jeu, 25 minutes sur les 6 dernières victoires qu'on a faites. C'est vrai qu'il n'a pas été très décisif, et même très impliqué dans ces victoires-là. Donc c'était un peu étonnant quand même de le voir directement titulaire. Tout comme Matazo d'ailleurs, qui aurait pu être remplacé par un Jean Lucas, mais qui n'avait pas joué depuis un petit moment, il me semble. Juste, il était rentré contre Saint-Etienne, mais... Oui, il avait joué 4 minutes, hein, il me semble. Donc c'était... Mais Matazo, oui, je regarde, il a... non, je ne l'ai pas, sa dernière titularisation, je ne l'ai pas noté. Mais oui, non, c'est clair que ça fait très très longtemps qu'il est plus... Il ne joue plus 375 minutes de jeu disputées depuis l'arrivée de Philippe Clément. Maintenant, c'est vrai qu'on a aussi moins de compétition. Ça, c'est une réalité aussi, c'est qu'en étant sorti de la Coupe UEFA, enfin de la Ligue Europa, pardon, et de la Coupe de France, il y a aussi moins de possibilités pour lui. Et puis évidemment, il y a quand même le retour en grâce de cette doublette Tchouaméni-Fofana. Donc voilà, forcément, ça laisse un peu moins de place. Mais bon, Fofana a réussi quand même à reprendre la place malgré Jean Lucas qui semblait bien installé aussi. Donc, comme quoi rien n'est immuable. Le match, du coup, la rencontre, Quentin, qui, comme je le disais, cette première période un petit peu où on a fait sur un très plan-plan en termes de rythme, on n'a pas beaucoup forcé, où on s'est juste contenté de repousser un peu le pressing angevin. Il y a quand même une première situation pour Angers qui vient d'une mauvaise appréciation de trajectoire aussi de Badiachil. Ouais, exactement. D'ailleurs, on voit que l'attaquant il croit pas trop. C'est qui? C'est Jacolis, c'est ça? Ouais. Jacolis. Donc donc il prend une balle un peu chanceuse, je trouve, à ce moment-là. En tout cas, il y croit pas trop. Effectivement, il avait juste à côté. Donc c'est une première alerte qui nous fait déjà. En tout cas, moi, je l'ai même pas vu tout de suite comme étant une alerte. C'est vrai que juste sa frappe, je me suis rendu compte après qu'elle était vraiment, vraiment proche quand même. Mais ouais, petite alerte, effectivement. Et comme tu dis, match assez poussif sur le début. Clairement, on s'est un peu embêté au début. Et tu l'as clairement dit au début aussi, au niveau de tes points, on a clairement pas gardé la balle. On a clairement laissé la balle à Angers au début. On n'a pas trop été expressif en attaque, et finalement on se procure très peu d'occasions. Et je trouve que justement la prestation de Diop en première période, c'est un peu à l'image de ce qu'on a vu, c'est-à-dire un peu trop statique, justement. Alors j'ai le sentiment, quand je l'ai vu jouer, il était assez soucieux de peut-être de respecter un peu les consignes et bien se placer. Mais c'est vrai que du coup, le sentiment et du coup à l'image de cette équipe, c'est qu'il était peut-être un peu... qu'il lui a manqué un peu de folie, on va dire, et que c'est un peu ce qui a manqué à cette équipe de l'ASM en première.
Ouais, bah ouais, en plus, c'est vrai que on le voit pas mal se projeter au moment où le ballon arrive en surface, hein, quand on a des situations, quand on a réussi à faire monter le bloc. Mais hormis ça, il est clairement plutôt dans un rôle défensif, dans un rôle un peu voilà, où il va couvrir les lignes de passe, où il va se mettre un peu collé à sa ligne pour attendre des ballons, mais jamais en profondeur, hein, toujours dans les pieds. Et ouais, effectivement, on le voit pas briller plus que ça, c'est vrai. Alors là, comme ça, c'est un peu dur, je trouve, après de le faire sortir, hein. C'est pas non plus une mauvaise prestation, mais à la mi-temps. Mais bon, finalement, ouais, voilà, il fait ce qu'il sait faire, hein. Donc, comme on l'a connu, c'était ça aussi, hein. Donc voilà. Ouais, ouais. Il y a quand même une bonne situation que Ben Yedder va gâcher. Donc là aussi, pareil, ça rejoint mon troisième point. J'ai assez rare de voir Ben Yedder gâcher des face-à-face comme ça, surtout de rater le cadre autant, quoi. D'aussi loin, ouais. Ouais. D'habitude, bon, ça passe un peu à côté, mais là, c'est vraiment raté, quoi. C'était un beau drop. Sur cette première période, il n'y a pas énormément de choses à signaler. Il y a une occasion aussi, une frappe de Matarazzo qui est dévissée et qui part à droite du but de Mandrea. Il y a assez peu de situations. Voilà, on sent qu'on a une équipe qui fait j'allais dire qui fait le dos rond, même pas, parce que Angers même pas est pas si dangereux que ça, mais juste voilà, qui ronronne, comme disait Julie, ouais, qui ronronne, qui met du temps à se mettre en route, tout simplement. Ouais, et puis on a un sentiment aussi qu'il y a un peu de frustration à l'image de Voland qui obtient un jaune aussi, enfin hyper bête, franchement, ça m'a tellement saoulé. Son tacle limite assassin à l'arrière, quoi. On sent que même lui s'énerve un peu, alors pourtant il n'y a pas de lieu de le faire, hein. On a clairement un Angers qui est faible, qui ne produit pas grand-chose non plus. Mais derrière, effectivement, on manque d'explosivité, on manque d'un petit quelque chose qui pourrait nous faire basculer ce match. Après, j'ai senti aussi quelques largesses défensives, notamment un Matarazzo ou un Fofana qui pouvaient des fois se faire prendre la balle ou laisser échapper la balle à un attaquant seul. Ça arrivait au moins une fois ou deux, en tout cas en première mi-temps. Et je me disais, non, mais c'est pas possible, on n'est pas concentré, on n'est pas dedans. Bon, évidemment, derrière, ça fait rien, hein. Clairement, il y a zéro occasion non plus de l'autre côté. Mais c'est vrai qu'on attend un peu plus de ça plutôt que des cafouillages dans la surface ou même des centres, parce que finalement, on a beaucoup de centres aussi, parce qu'on ne trouve pas vraiment la solution dans les petits espaces. Donc Aguilar ou Caio Henrique qui se mettent à centrer. Après, il y a une ligne de 3 défenseurs en face. Il y a des grands bonhommes aussi. Donc il y a peu de chances que ça passe. Et finalement, la solution arrivera vraiment de l'axe. On nous dit la dernière titularisation de Matarazzo, c'était contre Braga au match aller. Voilà. Ouais, bon bah ouais. En Ligue 1, ça doit être encore plus. En Ligue 1, plus loin, apparemment, c'était contre Montpellier fin janvier. Si je dis pas de bêtises. Donc ouais, c'était ça. Donc oui, ça fait longtemps qu'il a pas joué, le garçon, hein. D'ailleurs, visiblement, d'après Nice Matin, il se poserait des questions sur sa gestion. Il n'a pas l'air d'être très content. C'est pas lui qui voulait partir si on n'était pas en Ligue des Champions? Parce que c'est marrant, parce qu'on va peut-être réussir à accrocher la Ligue des Champions sans lui, quoi. Non, c'est pas lui, c'est... Ah, moi je pense que c'est lui. Qui a dit ça? Une déclaration? Ouais, non, mais plus pas officiel. Non, mais pas officiel, quoi. C'était un petite pique à un moment donné qu'on avait vu ça. On avait vu ça dans la presse. Mais ouais, enfin bref, c'est. Alors on dit, n'oublions pas que Angers n'avait pas Bouffal et Chaud. C'est certes. sûr. Après, il n'y avait pas que lui qui était absent. Il y avait Pierrick Capel aussi qui s'est blessé, qui avait enchaîné 5 titularisations d'ailleurs sur les 6 derniers matchs. Mais bon. 3 absents importants côté Angevin, 3 absences importantes aussi côté monégasque, match nul, balle au centre. Bon, passons un peu sur la première période parce que très clairement ça nous a mis dans une petite léthargie post-prandial. Et on attaque par contre la seconde vraiment pied au plancher pour le coup. Déjà on marque peut-être. Oui, pardon, oui, mais bon, oui, pardon, putain, on a oublié, j'ai même pas parlé du but, dis donc. Bah oui, c'est pour ça que je t'avais mis une transition toute faite où je t'avais dit que la solution venait de l'axe justement. Et donc ouais, effectivement, c'est le petit Fofana qui nous fait une
un festival à l'entrée de la surface et ensuite en y rentrant d'ailleurs après un petit cafouillage aussi, hein, on va pas se le cacher. Il nous fait un petit crochet derrière, une frappe qui est dommage, qui est arrêtée. Mais après Abdulkader Bamba va sublimer son occasion, on va dire ah c'est pas possible, ça peut pas finir en but, ça peut pas finir en arrêt ça, c'est obligé de finir en but. Ouais, mais c'est toujours pas un but du pied pour Fofana. Ah non, toujours pas de but du pied pour Fofana. Là, je pensais avoir pris le pari en tout cas. Enfin, moi, j'ai pris le pari qu'il le mettrait et là, je me suis dit que c'était le moment. Visiblement, toujours pas. Hein, mais non, voilà. Mais peut-être, il revient en forme donc sur cette fin de saison, donc pourquoi pas. Peut-être. Pourquoi pas. Mais non, mais c'est vrai que c'est un... Ouais, j'avais oublié. Putain, disons que j'avais complètement oublié tellement j'avais envie d'oublier cette première période de ma mémoire. Mais c'est vrai qu'il y a ce but qui est complètement châteux, quoi. Donc l'ouverture du score n'est pas spécialement méritée, mais bon après voilà ça... ouais, quand même même après on se crée quelques occasions, il y a même un penalty qui aurait pu être sifflé à la fin de la mi-temps, il y a Golovin qui nous fait des petits gris-gris aussi dans la surface. Moi je me dis qu'il y a des occasions, mais effectivement peut-être pas au point de concrétiser en but. Après, ça nous met à l'abri avant la fin de la première mi-temps. Parce que, bon, clairement, un 0-0 à la mi-temps, on commence à se poser des questions. C'est à ce moment-là où on réfléchit aussi. Donc voilà, ça aurait pu changer la physionomie du match. En tout cas, nous, on s'est mis à l'abri. Et ça fait plaisir. Et on repart en deuxième mi-temps avec un changement. Oui, voilà, c'est ça. C'est surtout c'est ça qui est plutôt marquant, c'est que la deuxième période, par contre, va être très différente dans son entame de la première, avec de nombreuses situations. Et là, par contre, un petit souci qu'on a eu du mal à régler, c'est le positionnement, parce qu'on s'est souvent fait prendre en hors-jeu. Et ouais, avec 3 hors-jeu, hein, il me semble. 3 buts en hors-jeu en 5 minutes à peine. Avec le petit juge de touche, là, le juge de ligne, là, qu'on a tous haï là, à force de lever son drapeau. Bon, après, clairement, voilà, on va pas se cacher, il y avait hors-jeu largement à chaque fois. Peut-être pas aussi largement avec Voland, mais ouais, c'était assez frustrant de marquer à chaque fois, surtout qu'il y avait des belles reprises, des belles combinaisons, des beaux buts, hein, tout simplement. Et derrière, on a... Bon, sauf le troisième, peut-être, qui était un peu châteux, un peu cafouillage aussi. Mais ouais, non, c'est clairement, on n'a pas eu de chance à ce niveau-là. Et c'est vrai là, on peut se dire qu'on peut le regretter à ce moment du match. Ouais, absolument. C'est vrai que là, en tout cas, on a poussé, et c'est ce qui est important, parce que finalement, c'est là qu'on a aussi montré qu'il fallait quand même faire le boulot et se mettre à l'abri. Donc, c'est ce qu'on a réussi à faire à l'heure de jeu avec Wissam Ben Yedder. Donc là, c'est sur un contre bien mené, une jolie interception de Golovin. Et Voland qui donne le ballon à Voland et Voland qui décale Ben Yedder qui lui offre le but. Il y avait un 5 contre 1 à jouer donc... mais magnifique. Je me suis dit ils vont se rater. Mais moi aussi hein, mais j'étais complètement en stress à ce moment-là. Des fois, je sais pas comment tu le vis toi, mais genre moi je vois une situation de contre où tu as clairement une supériorité numérique. Quand c'est pas mon équipe, je me dis ça y est, c'est dangereux, ça y est, on va se le prendre, etc. Et quand c'est Monaco, je me dis attends, à tout moment, une balle mal donnée. Enfin, là, c'est à 5v1 quand même, je veux dire. Pour le louper, là, faut. Ouais. Ah non, mais là clairement, ouais, ça. En plus, Ben Yedder peut se rater, on sait jamais hein, en finition. Voilà, il y a tout moment, il y a des. Moi, jusqu'au moment où je vois pas la balle vraiment franchir la ligne, j'avais encore peur, tu vois. Non, mais ouais, voilà, on gère enfin bien un contre. C'est vrai que ça fait très longtemps qu'on n'avait pas géré, en tout cas, pas marqué en contre comme ça. Donc ça fait plaisir. On n'a pas des joueurs les plus rapides, mais finalement, ça suffit pour ça. Et ouais, après, à d'innombrables hors-jeu, on se met bien, en tout cas, pour ce deuxième but. Et en plus, Ben Yedder qui est en va de son but, donc ça fait plaisir. Ouais, qui recolle du coup au train de Martin Terrier. Et qui donc améliore lui aussi ses standards, comme on le disait tout à l'heure. La fin de rencontre, elle est quand même globalement à l'avantage de l'AS Monaco. On aura quand même d'autres situations aussi pour faire la différence. Il y a un arrêt de Mandrea du coup à la 75e minute de jeu. Et encore une fois, on a un Ben Yedder qui enchaîne bien, mais voilà, qui se voit repoussé par le gardien angevin. Donc globalement une bonne rencontre
qu'on a bien maîtrisé, quoi. Ouais, et puis qu'on continue à pousser, c'est bien aussi. On voyait qu'il y avait la place pour mettre le 3e but. La rentrée de Jacobs, c'est vrai qu'on l'a pas forcément dit, mais c'est vrai qu'elle a fait du bien. On peut pas le cacher parce que finalement du côté gauche, il y a peu de solutions en profondeur et là pour le coup ça permettait pas mal de combiner. Je sais pas, je l'ai dit, enfin je sais pas si on l'a dit aussi, mais une des premières occasions de la mi-temps, c'était un Jacobs pour Ben Yedder justement qui s'est heurté au gardien. Et puis par contre, on va continuer à faire des hors-jeux. Ça, par contre, on va pas arrêter. Il y a pas de souci. Ouais. Je crois qu'on finit à, je sais pas les stats, on doit finir à une dizaine de hors-jeux. Non, 8. Ouais, 8, ça va encore. 8, ce qui est beaucoup. 8 à 1, ce qui est quand même pas mal, ouais. C'est beaucoup, hein, 8 match. en général. On tourne plutôt, sur nos matchs, on tourne plutôt autour de 3-4. Ouais. Là, 8, quand même, c'est beaucoup. Ça témoigne aussi d'une recherche de la profondeur, voilà, derrière des défenseurs qui n'étaient pas forcément... on ne sait pas s'ils sont rapides ou pas. En tout cas, nous, on n'a pas des joueurs particulièrement rapides, mais dans le mauvais timing ou dans le bon timing, c'est vrai que c'était pas évident. Après, on gère un peu cette avance tranquillement. C'est vrai que Angers n'est pas du tout dangereux. Et en plus, on a un Hubel derrière qui fait les bons arrêts. J'ai envie de dire que ce sont des arrêts faciles où il est bien en place, il n'y a aucun souci à se faire. Mais il faut les faire quand même, on ne sait jamais. Hein. Il n'a jamais été, en tout cas là pour une fois, je ne l'ai pas trop vu mis en difficulté, que ce soit au pied ou à la main. Et clairement, on ressort de cette deuxième mi-temps avec un sentiment de maîtrise et de match complètement abouti. Mais c'est ça que j'ai apprécié justement. Tu parles de Nubel, de pas l'avoir senti en difficulté même au pied. Et c'est vrai que c'est surtout ça. On a réussi à trouver une tranquillité en fait malgré le pressing. Je pense notamment à la première période quand Angers pressait pas mal. Sur nos défenseurs pour empêcher nos premières relances. Justement, j'ai trouvé qu'on a réussi à jouer vraiment très calmement à chaque fois sur ces phases de jeu. Donc ça, pour le coup, c'est quand même très très positif d'avoir vu ça. Voilà, donc une belle victoire, hein, 2-0. Tu le disais, Jacobs qui a apporté de la profondeur. Visiblement, c'est ce qu'a dit Clément. Pour justifier le remplacement, c'est que voilà, il apportait plus de verticalité que Sofiane Diop. C'est vrai c'est ce qu'on disait aussi au début de cette émission, que Sofiane Diop a assez peu justement apporté dans ce registre-là, a été peut-être un peu trop sur le même type de profil que pouvait l'être un Golovin de l'autre côté, donc moins de variété aussi pour Clément, et surtout moins en accord, je pense, avec aussi sa philosophie de jeu. On va désormais aborder les performances individuelles, les tops de ce match. Alors, on en a désigné 2. Pour toi, ce sera Fofana, et pour moi, ce sera Golovin. Ouais, chacun, on aurait pu... Bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs qui peuvent être cités. Hein. Quand on gagne un match comme ça, forcément, on a beaucoup de maîtrise aussi. On n'a pas un qui est particulièrement au-dessus, mais derrière... on a quelques-uns qui sont particulièrement au-dessus, mais pas tout le monde non plus. Mais je veux dire, derrière, on a quand même un relativement bon match de tous les joueurs, en tout cas concernés ce soir, cet après-midi même. Même Sofiane Diop, qui finalement sort à la mi-temps, mais bon, voilà, c'est pas non plus un flop pour autant. Moi c'est Fofana, du coup j'ai voulu récompenser Fofana comme souvent en plus dernièrement. C'est vrai qu'il tient de plus en plus son rôle de titulaire dans la charnière Tchouaméni-Fofana, et là aujourd'hui c'était Matazo. C'était peut-être un peu plus lui le patron à ce niveau-là, même si Matazo joue plus ce rôle un peu de récupérateur. En général, on sait qu'il y en a toujours un des deux qui se projette plus. Là, ça peut être Fofana ce match-ci, ce sera peut-être Matazo l'autre ou Tchouaméni. Mais peu importe, là, pour le coup, on a vu un Fofana qui s'est même projeté en attaque, qui a même fait un petit festival, qui aurait mérité d'avoir un but à son actif. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, même s'il était un peu chanceux qu'elle rentre quand même. Non, mais je l'ai trouvé quand même assez précieux, malgré le fait que je l'ai vu perdre quelques ballons un peu bêtes, qui auraient pu nous coûter un but ou quoi que ce soit. À part ça, non, franchement, il était très, très précieux. Ça a été notre meilleur milieu de terrain à ce niveau-là. Des bonnes récupérations, des bons placements, et comme je l'ai dit, cette occasion,
cette occasion décisive. Il y a, je crois me souvenir que sur le raté de Ben Yedder en première période, c'est lui qui fait en une touche de balle, qui fait une bonne remise justement dans l'espace. Donc voilà, c'était effectivement quelque chose que j'ai trouvé bien de sa part. Quant à moi, j'ai trouvé Golovin. Notamment, il y a cette très bonne interception bien sentie sur le deuxième but, mais voilà, une belle activité aussi j'ai trouvé sur la seconde période quand il est passé côté droit avec beaucoup de combinaisons. Voilà, on l'a vu aussi pas mal centré, donc voilà, j'ai effectivement bien apprécié son match. Donc voilà, c'est un bon top aussi pour Golovin. Un jaune quand même un peu bête. Jaune un peu bête, protestation, une protestation qui était a priori pour les Russes nécessaire. Maintenant, elle semblait pas véhémente au point de mériter un carton jaune. Enfin, je veux dire, on a vu la vidéo de Sheppy. Je veux dire, il a pas mis de jaune à Kazri pour contestation, alors qu'il a gueulé, semble-t-il, quand même beaucoup plus fort. Mais bon, bref. Vivement les micros. On va maintenant aborder le flop de cette rencontre, en tout cas celui qu'on a estimé le moins bon. Alors, tu parlais de Diop, finalement, on l'a pas mis, on l'a sauvé des eaux, mais on a quand même mis Elliot Matarazzo, donc pour sa première titularisation depuis Braga. Elliot Matarazzo que on a trouvé très absent. Je ne l'ai pas trouvé bon dans les duels, dans l'utilisation du ballon, je ne l'ai même pas vu. Je pense qu'il a touché très peu de ballons. Donc, surtout, voilà, c'est un joueur, je le trouve trop discret, très clairement, je le trouve beaucoup trop discret sur le terrain. Et j'ai pas vu un joueur régner aussi non plus sur le plan défensif. Donc, voilà, je globalement déçu de cette rencontre. Alors, Matarazzo fait la gueule sur le terrain, pour ça je sais pas. On l'avait vu effectivement faire la gueule après la rencontre, je sais plus si c'était contre Paris ou si c'était contre Troyes, je me souviens plus. Ouais. Avec Clément, visiblement, Clément, il avait l'air de pas être très content. Un très compatriote. Ouais, ça, pour l'instant, ça matche pas trop, on va dire. Mais ouais, non, je suis globalement déçu de la performance de Matarazzo ce soir. Ouais, mais moi aussi, en fait, c'est là où la zone dans laquelle on l'attendait, en fait, c'était Fofana qui était présent. En fait, derrière, moi, j'ai encore le souvenir du but qu'il met. Une énorme percée, alors je sais même plus contre qui c'est, ça doit être Reims, je sais plus, où il fait une grosse percée, vraiment une projection. Voilà, je me dis que c'est aussi ses qualités, les qualités qu'on peut rechercher chez un milieu de ce genre. Ah oui, l'an dernier, le but. Ouais. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je pouvais l'attendre se projeter offensivement. Voilà, il est pas non plus hyper maladroit avec un ballon, ce jeune Matarazzo, donc voilà, on peut l'attendre aussi là-dedans. À la récupération, c'était pas cata non plus, mais des fois, il y a eu 2 ou 3 fois où il perd le ballon, où il tergiverse, et derrière, ça peut mener à une action de but, encore pire que Fofana, là, j'en parlais tout à l'heure. Mais le summum de tout ça, c'est effectivement qu'il a touché peu de ballons. Là, j'en vois 30, par exemple. Voilà, c'est quasiment 2 fois moins que Fofana. Bon, évidemment, il n'a pas joué 90 minutes, là, du coup, il s'est fait remplacer. Il est resté jusqu'à la 78e, quand même. Voilà, mais bon, quand même, je me dis que quand tu es milieu de terrain dans un 4-4-2, effectivement, tu n'as pas beaucoup la position. On n'a pas la possession contre Angers, clairement, sur ce match-là, t'en parlais. Bon, voilà, mais derrière, tu dois quand même toucher des ballons, au moins autant que ton compère au milieu, et pas autant qu'un attaquant en pointe, etc. Donc, c'est pour un joueur qui est un peu plus bas en plus, qui est plus à la récupération, ça pouvait se comprendre, mais pour le coup, il a été assez fantomatique, c'est clair. On pouvait effectivement se dire que c'était le moment de se mettre en lumière, vu qu'il a peu de chances d'être titulaire dans les matchs qui arrivent. Mais ouais, un peu dommage de sa prestation. Alors, on est peut-être un peu dur, hein, c'est pas un match non plus dégueulasse, clairement, de sa part. Mais ouais, attention quand même, pour les performances prochaines. Ouais, surtout s'il se pose des questions et que derrière, il nous sort une performance
plus que moyenne, bon, ça va pas forcément plaider en sa faveur. Si derrière il fait un gros match et on se dit ah oui effectivement ce serait bien de le voir plus souvent, mais là c'est pas ce qu'il a fait, donc voilà. Puis on n'oublie pas l'année prochaine, hein, Tchouaméni. Ouais, Voilà. bien sûr, mais très clairement, je pense pas qu'on puisse, je pense pas qu'on puisse demain en faire un titulaire pour au mois d'août. Hein. Ça me semble beaucoup trop juste hein, pour l'instant. Ça va être compliqué. Ouais. Donc, voilà. Enfin, a priori, de toute façon, ça me paraît impensable de ne pas avoir une recrue quand même pour remplacer Tchouaméni. Mais on verra bien. Nous verrons bien. Alexander Nubel, tu en parlais rapidement tout à l'heure. Je ne sais pas s'il y a beaucoup plus à dire. Bon, il a fait 5 arrêts, c'est un peu plus que d'habitude en vrai. Hein. Dans des matchs comme ça, on pourrait s'attendre à ce qu'il en fasse, qu'il touche même 3 ballons à tout péter. La stat, c'est la suivante. Il a touché plus de ballons que Matazo, quand même. Donc, intéressant. Je sais pas ce que ça veut dire trop, hein, finalement, mais bon. Non, ça a été comme je dis, il était assez serein à ce niveau-là, même que ce soit au pied ou à la main. Donc, non, j'ai trouvé que c'était un relativement bon match. Il a fait son travail et puis il n'a pas eu d'erreur, donc c'est tout ce qu'on lui demande. Ouais. La défense centrale, du coup, on avait Maripane qui faisait son retour. Donc, lui aussi, ça faisait quand même un paquet de temps qu'il n'avait pas été titulaire. Je crois que c'était aussi, ça devait être aussi Strasbourg, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, puisque c'est à Marseille que. Non, même pas, non, c'est... à Nantes, en Coupe de France, il était titulaire. Ouais. Non, sinon, il y avait contre Reims. Contre Reims, voilà, donc la dernière défaite de Monaco, qui datait du mois de février aussi, en championnat. Ouais, donc ça faisait très très longtemps que lui n'avait pas joué. Il a été suspendu contre Marseille, c'est ça aussi. Et depuis, alors entre ses problèmes de genoux, ses absences aussi avec la sélection pour les qualifications, les éliminatoires pour la Coupe du Monde, voilà, ça faisait un joueur donc, qu'on n'avait pas vu depuis quand même un bon moment. Et bon, il a tenu son rang hein, avec un Badiachil à côté de lui qui, pareil, lui enchaîne maintenant depuis 9 rencontres, lui aussi en tant que titulaire en Ligue 1. Ouais, en effet, un Badiachil qui, pareil, tient sa place un peu de titulaire presque indiscutable à gauche, en centrale gauche, et donc du coup, ouais, qui nous offre aussi une prestation très très bonne. Alors je vois que dans les différentes applis de notation, c'est le meilleur joueur de l'équipe, et de loin. Sûrement parce qu'il a dû avoir de très bonnes stats, notamment au niveau des passes réussies, des touches, etc. Mais aussi offensivement, je vois qu'il a eu beaucoup de passes clés, là, des espèces de passes décisives en fait, hein, des potentielles passes décisives en tout cas. C'est vrai qu'il a été assez présent aussi offensivement, comme Maripane d'ailleurs, hein, de la tête. On les a vus pas mal sur les coups de pied arrêtés. Mais ils ont clairement tenu la baraque à ce niveau-là. C'est vrai qu'on n'a pas senti non plus de l'absence de Disasi, mais bon, face à une attaque aussi faible, c'est vrai que c'était pas non plus déconnant. Là où il m'a quand même un peu plus fait peur, c'est sur vraiment cette toute première situation où j'ai eu le sentiment qu'il n'était pas du tout rentré dans son match en laissant passer le ballon comme ça. C'est quand même très, très dangereux. Donc ça a quand même un petit peu inquiété, mais bon, globalement ça a été un match assez tranquille. Il fallait être propre surtout pour ressortir les ballons quand j'ai pressé, mais globalement ils ont bien assuré sans trop de difficultés. On va maintenant passer du coup aux latéraux avec Aguilar et Caio Henrique. Donc Caio Henrique qui a disputé toute la rencontre. Aguilar qui est sorti à la 83e minute au bout du bout de ses efforts. Ouais, on sait qu'il court beaucoup. Il court beaucoup, mais plusieurs coups aussi à un moment donné. Visiblement, il était plus à 100% et le staff a attendu un dernier contact face à Bauken, je crois, pour décider de le sortir. Ouais, je trouvais qu'il a fait un match vraiment à la Caio Henrique, hein, où il était peut-être un peu moins à se projeter, notamment en première mi-temps, parce qu'après derrière il y avait Jacobs pour Caio Henrique. Mais les deux pour moi ont fait un match assez équivalent.
où ils étaient assez précieux à ce niveau-là. Alors on sait très bien que les latéraux ont un rôle assez important au niveau de la tactique de Clément, où ça va beaucoup combiner, jouer en triangle avec eux. Et là où un Aguilar se projette pas mal aussi pour faire des centres, comme un Caillot avec sa technique qui va souvent pareil, combiner de son côté. Donc voilà, les deux ont tenu la baraque, ont tenu rang. Effectivement, Aguilar, par contre, qui a eu pas mal de coups quand même, le pauvre, à ce niveau-là. Et en plus, ça aurait mérité des jaunes, je pense. Enfin, au moins une fois sur les 2 ou 3 où je l'ai vu prendre des semelles ou des coups. Mais ouais. Non, mais c'est vrai, c'était un bon match encore de sa part. À noter aussi Caio Henrique qui a fait un bon centre, je crois, pour la tête de Voland, qui était la toute première réponse à l'action d'Angers. On a du coup maintenant, on a déjà parlé du coup de Matarazzo et de Fofana. On va enchaîner du coup avec Sofiane Diop, dont on a aussi déjà un petit peu parlé. Alors apparemment dans l'équipe il a eu 3 sur 10. C'est dur. C'est dur. Je l'ai pas trouvé vraiment franchement aussi catastrophique que ça. Maintenant oui, il a eu assez peu d'influence dans le jeu. Mais on l'a vu quand même tenter, on l'a vu quand même essayer de provoquer, il a obtenu aussi des fautes. 3 sur 10, je sais pas, est-ce qu'il a pâti de ce remplacement tactique, mais j'avais pas l'impression d'un problème de niveau, en tout cas, pour Diop. Non, mais de toute façon, quand tu es journaliste de l'équipe, tu es obligé de mettre une mauvaise note à un mec qui va sortir à la mi-temps. Alors clairement, on va pas se cacher, il a pas non plus fait une mi-temps extraordinaire, hein. Il n'a pas changé... Il n'a rien changé au niveau de notre fébrilité aussi offensive. Donc non, mais ouais, c'est vrai que c'est peut-être un peu dur, mais après, comme on en a parlé, voilà, il n'était pas non plus hyper décisif. Et je pense qu'il manque un peu aussi de matchs dans les jambes. Pas grand monde ne l'a été non plus. Hein. Non, c'est sûr, voilà. Mais comme tu le disais, il manque aussi de matchs vraiment dans les jambes. Ça se voit quand même qu'il lui manque cette dimension aussi peut-être un peu physique et la capacité à redoubler les efforts, etc., qu'il avait pas mal avant, qu'il a peut-être perdu à force de ne plus jouer, de ne plus être titulaire. Ouais. Bon, en tout cas, à voir, mais c'est clair qu'en ce moment, pour lui, c'est une période assez difficile, mais bon, d'après, là aussi, de ce qu'on a pu lire dans Nice Matin, il veut se servir justement de cette période difficile pour rebondir et pour progresser, donc on va espérer qu'il ait l'attitude combative justement pour ça. Même si on se doute que parfois il doit avoir un petit peu des moments un petit peu où l'ego doit doit prendre le dessus, ça doit un peu l'énerver, hein. On a l'habitude maintenant de ces sorties assez où il râle un peu. Là on l'a pas vu râler, mais c'est parce qu'il est sorti à la mi-temps. C'est ça, voilà. Au moins on a esquivé ça. Ouais. Kevin Voland, du coup, qui a été passeur décisif pour Wissam Ben Yedder, lui aussi, hein, il fait des petites stats, hein, mine de rien. Mais voilà, on retrouve un Kevin Voland beaucoup plus actif dans le jeu, beaucoup plus dans l'échange avec ses partenaires. Un Voland, on le disait il y a quelques émissions de ça, mais depuis la trêve, depuis son infiltration, visiblement, si c'est vraiment ça qui l'a gêné et coincé pendant toute la première partie de saison, en tout cas, ça a fait une énorme différence. Ouais, c'est vrai qu'on le revoit vraiment plus au niveau là récemment. Et je crois qu'il égale son nombre de passes décisives de l'année dernière, de la saison dernière. Donc à ce niveau-là, toujours aussi précieux. Je crois qu'il était à 5 ou 6 en Ligue 1, ça doit être sa 7ème peut-être. Ah, si c'est en Ligue 1, en Ligue 1, du coup, moi je parle vraiment tous les matchs confondus. Mais par contre, il a deux fois moins de buts, c'est ça aussi, hein, qui montre son caractère non décisif face au but directement. On va dire qu'à la passe, il est toujours là. Mais c'est aussi pour ça qu'on l'a recruté, hein. C'est aussi un formidable joueur de ballon, hein, quand même, assez décisif, assez offensif, assez défensif aussi quand il a envie. Souvent même d'ailleurs, parce que bon, là, il a du coffre, hein, quand même, ce joueur. Donc ouais, non, c'est clairement un joueur précieux. Ça redevient le joueur précieux qu'on avait avant. Et voilà, une bonne prestation aussi de sa part aux côtés de Ben Yedder. Écoute, en Ligue 1, de ce que je vois, c'est qu'il égalise, ce serait sa 7ème, donc il égalise Caio Henrique en Ligue
Et ben ouais, donc les paris sont encore ouverts. Hein, Ce n'est que la moitié pour Caio, de Mbappé pour l'instant, mais bon. Ouais. Ah, bah, c'est vrai que je sais pas ce que t'avais dit toi en meilleur passeur, peut-être Golovin. Diop, Diop. avec 8 Aïe. sur toute la saison. Ouais. Aïe. C'était pas beaucoup. Coup dur. Moi, j'avais mis Ben Yedder en meilleur buteur avec 19 sur toute la saison, toute compétition. Donc bon, j'avais mis un peu tout ça à la baisse. Mais après Diop a 4 passes, ouais. Bon, il y a encore du chemin hein, là pour le Ouais, coup. non. Surtout que là, en ce moment, il joue pas, donc. C'est vrai. Ouais. Mais en tout cas, voilà, un Voland qui a quand même fait beaucoup de bien aussi hein, dans cette rencontre. Très très actif et un véritable poison parce que lui aussi, hein, on parle souvent de Ben Yedder qui aime bien jouer entre les lignes, mais lui aussi, hein, il y va hein, jouer dans ces zones-là. Donc voilà, il gêne quand même pas mal hein, les défenseurs adverses aussi quand il fait ça. Et enfin, on va terminer ces titulaires avec Wissam Ben Yedder. Donc j'en parlais, c'était mon 3e point. Un petit peu déçu quand même de ces loupés, des hors-jeux. Voilà, c'est un petit peu dommage. Il aurait pu améliorer un peu plus encore ses chiffres. Mais bon, c'est quand même un joueur qui a été capable de se montrer disponible en fait. De peser dans tous les cas sur la défense d'Angers. Donc c'est quand même un bon match hein, de Ben Yedder. Ouais, non, on va pas se cacher, forcément il met son but, donc on est obligé aussi de dire que il aurait pu la louper encore celle-là, il l'a mise. Bon. Mais c'est vrai qu'il en loupe quelques-unes, hein. On a commencé à avoir l'habitude à ce niveau-là j'ai l'impression qu'il sous-performe un peu parce qu'il a beaucoup d'occasions, beaucoup de grosses occasions et là où dans les face-à-face il était vraiment tueur il y a même une saison ou deux. Là, on le voit un peu moins à ce niveau-là, même quand il crée des belles occasions. Bon, j'espère que ça va pas lui être préjudiciable. Voilà, on sait très bien qu'il va pas louper, il va pas, mettre 100% de ses occasions. Mais ouais, voilà, bon, il met quand même son but et comme tu l'as déjà dit, au niveau des stats, ça commence à faire pas mal. Ouais, ça fait 21 buts pour lui en Ligue 1. Maintenant, on va parler des remplaçants. Alors du coup, Clément a fait rentrer les 5 joueurs. Hein, donc on a eu droit à Jean Lucas, Sidibé, Boadou, Jacobs et Akliouche. Je pense que la principale entrée dont il faut parler, c'est celle de Jacobs, Quentin, parce qu'il a fait déjà une mi-temps complète. Et surtout, il a apporté. C'est un joueur qui progresse quand même. Ouais, clairement, là, pour le coup, c'est pas le joueur que j'attendais dans la progression. Hein. On le voyait pas mal au début. Déjà, on a eu très peur avec son penalty concédé à Lorient. Il a enchaîné des prestations relativement moyennes. Il a eu quelques bons éclairs, on va dire, hein, quelques passes, etc. Mais c'est vrai que récemment, quand une équipe tourne bien et quand on le voit rentrer, alors là, on le voit plus que d'habitude parce qu'effectivement, on l'a vu dès la seconde mi-temps, pardon, dès le début de la seconde mi-temps. Et il a su se montrer déjà un peu décisif et un peu même, peut-être pas décisif tout de suite, mais je veux dire, il a su se montrer dangereux et proche de la surface quand il est lié à ce niveau-là et pas dans un rôle vraiment de piston où il doit défendre derrière. Donc c'est un bon, on va dire que c'est un bon remplaçant à ce niveau-là. Ouais. Mais il a fait aussi ce centre qui aurait pu être décisif en deuxième période sans le sauvetage de Mandrea. Et enfin, les 4 autres, du coup. Akliouche, je reprends le fil. Akliouche est rentré à la 84e pour remplacer Golovin. Sidibé à la 83e pour remplacer Aguilar. Il n'y a pas énormément de choses à dire sur eux. Donc on peut les passer. Boadou, Lucas, par contre. J'ai vu une bonne passe à un moment donné une longue transversale bien jouée de Lucas, et puis derrière j'ai vu par contre une passe à 2 mètres totalement ratée. Bon, c'était du Jean Lucas dans le texte, on va dire. Et Boadou, pas de situation pour une fois. pas de grosse occasion, d'habitude il y en a une, mais pas là. Et pas toujours très copain avec le ballon, mais ça change pas non plus, quoi.
Non, ouais, c'est clair. Bon, il y a rien de plus à noter à part ça, ouais, sur ces remplacements qui n'ont pas finalement changé grand-chose. Mm. Même si Akliouche rentre, ça fait plaisir de le voir aussi un peu. Ouais. Ça m'étonne d'ailleurs, comme il a son contrat, il n'a pas de numéro permanent, en tout cas, d'ici la fin de saison. Ouais. Parce que maintenant qu'il est professionnel, je sais pas, il me semble qu'il aurait pu avoir son numéro, donc non, toujours affublé du numéro 35 et même pas avec son nom sur le maillot. Ça plaira aux puristes, aux plus anciens qui préféraient quand il n'y avait pas de nom sur les maillots. Alors que là, je viens de voir les XG, là, du coup, bon, on est à 2,22 face à 0,6. Bon, c'est logique, du coup. Dans le 0,6, ouais, c'est presque. Dans 0,6, il y a 0,34, c'est la première action de Marine Jacolis, là, qui fait un 0,34, ouais, donc c'est quand même énorme par rapport à tout ce qu'ils ont créé derrière. Et Ben Yedder qui finalement se procure 1,6 XG sur les 2,2 qu'on a. Donc vraiment, c'est lui qui avait la clé pour les deux. Bah du coup, ouais, non, je veux dire, il a quasiment tous les XG de notre équipe, quoi. Et il a 2 fois plus que Angers réunis. Bon voilà, c'est pour dire à quel point il se crée des occasions et il peut s'en mettre plus. Mais ouais. Voilà pour la parenthèse XG. Oui, très bien. Je sais que c'est une parenthèse qui te tient à cœur. Ah ben je regarde à chaque fois, c'est vrai que ça témoigne aussi un peu de l'efficacité qu'on peut avoir, ou pas avoir d'ailleurs. Mais ouais. Bah très bien, voilà, donc du coup ce qu'on pouvait dire sur cette émission, alors on nous demande un mot sur Philippe Clément, je sens que je suis attendu au tournant sur cette... je t'écoute. Non, je comptais te lancer justement. Non, moi, ma vision en tout cas de ce que, en tout cas, justement là où je voyais un Clément qui répétait souvent le même schéma et qui apportait pas un coaching extraordinaire malgré des bonnes entrées, par exemple de Boidoux récemment, etc. Là, je l'attendais vraiment sur voilà, là où t'attends un entraîneur, c'est quand t'as des blessés, quand t'as des joueurs suspendus, quand tu dois vraiment confectionner une équipe ou alors une tactique qui permet de répondre à un gros problème. Une problématique ici, c'était le fait qu'on n'arrivait pas forcément à mettre de la profondeur, à mettre qu'on n'avait plus notre milieu Tchouaméni, qu'on avait ce genre de choses. Et il a su répondre quand même s'il s'est trompé sur ses premiers choix, peut-être avec Diop. Alors, est-ce qu'il s'est trompé vraiment? On peut pas le dire finalement, mais nous, ce qu'on a vu en tout cas, c'est qu'on était assez stérile pour la première mi-temps. Et finalement, l'entrée de Jacobs a aussi beaucoup aidé, même si il n'y a pas que ça non plus qui a débloqué les choses. Mais le fait de laisser la balle à Angers, de pas être si protagoniste que ça, a permis néanmoins de plier le match en contre pour la première fois depuis un petit moment. Donc, ouais, je suis assez satisfait de ce niveau-là. Après, on peut pas dire que forcément il y a de la chance sur les 7 victoires-là. Il y a un moment donné où on aurait pu se prendre des buts, etc. On a une certaine efficience défensive quand même. On prend peu de buts maintenant. Donc voilà. Je pense qu'il a une bonne recette. On a un peu de chance aussi, il faut le dire. C'est comme dans tout. Et il faut continuer à la saisir, continuer à la provoquer aussi. Donc pour l'instant, voilà. En tout cas, confiance en lui pour la fin de saison. On verra après avec quoi il va comment dire. Il va cuisiner, on va dire, parce que derrière, on aura peut-être plus de Tchouaméni, on aura peut-être plus de Ben Yedder. On ne sait pas ce qui va se passer la saison prochaine, on ne sait pas comment il va réagir avec ça. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on peut le dire, ça reste l'homme de la situation et on peut lui faire confiance sur la fin de saison. Bon, très bien. En tout cas, de mon côté, je suis sûr que je l'attendrai plus aussi sur la saison prochaine, avec une vraie possibilité de préparer un groupe, un effectif. Maintenant, c'est très bien qu'il ait fait cette victoire d'affilée. Ça n'enlève pas non plus ce qu'on a raté et le fait qu'on ait quand même qu'on a commencé à voir une équipe jouer que très récemment, parce que il y a quand même un paquet de matchs où on n'a pas été très bon. 3 Metz, c'était pas non plus des grosses performances, c'était des victoires importantes qui ont fait du bien, qui nous ont soulagés, mais il n'y avait pas non plus dans le jeu, on voyait pas non plus quelque chose de transcendant, donc il faut quand même aussi remettre un peu l'église au milieu du village. Maintenant, tant mieux, je pense que effectivement, après sur le personnage, à mon avis, c'est sans doute quelqu'un de très bien, qui peut-être est sans doute aussi un peu plus psychologue que pouvait l'être un Niko Kovac.
Mais bon, voilà, ça fait pas tout non plus. Hein. Comme je le disais en début d'émission, j'ai l'impression quand même que les joueurs font un petit peu aussi ce qu'ils veulent quand ils en ont envie, parce que sortir cette série-là comme ça maintenant, au final, ça a pas vraiment de sens. Après, Clément, il travaille pas tout seul non plus. Quelle est l'importance de la cellule de performance dont on nous parle tant depuis 2 ans sur cette fin de saison, justement? Il y a certainement tout un tas de choses en termes de statistiques, de data, de données qu'on n'a pas du tout, et que là en ce moment on arrive à bien exploiter, donc voilà, ça c'est toujours un peu difficile, mais bon, pour l'instant je sais très bien, tant mieux pour l'équipe, mais je suis pas non plus spécialement transcendé par Philippe Clément, hein. Je veux dire, ça va quoi, c'est pas j'ai pas vu Pep Guardiola encore à l'œuvre, hein. Après, voilà, derrière, il y a des joueurs aussi qui ont été très bien préparés, peut-être par Niko Kovac, du coup, hein, ou la cellule, ou tout ce qu'on veut. Mais faut pas oublier qu'on a joué 3 compétitions et on a quasiment joué tous les matchs de Coupe de France, hein. Bon, on aurait pu jouer plus de matchs d'Europa League, effectivement, mais derrière, on a quand même encore j'ai envie de dire, cette inertie qui nous permet de jouer ces matchs à fond. Et aussi, peut-être qu'il nous permet de bénéficier de la faiblesse des autres équipes, de la fatigue des autres équipes qui auraient pu se mettre directement aussi en forme dès le début de la saison, qu'on a un peu loupé. Donc c'est très bien qu'on remonte aussi cette pente et qu'on profite de ça. Je me faisais la réflexion, hein. J'ai un peu l'impression de revoir la saison 2017-2018. Alors, différent, hein, parce qu'on avait vraiment bien repris sur la dynamique du titre cette année-là. C'est après que ça s'est écroulé, mais c'est surtout... et là, c'est un peu l'inverse, finalement, de ce qu'on a fait cette année, c'est-à-dire qu'on n'a pas su profiter de la dynamique de la saison précédente. C'est vraiment le plus gros regret, mais c'est un peu de retrouver une équipe extrêmement irrégulière, qui est capable d'enchaîner et puis qui, en fait, par moments, s'est écroulée. Donc, ça me fait un peu penser à cette saison-là, et surtout sur l'impression qu'elle donne, parce que même si on se qualifie en Ligue des Champions ou qu'on finit sur le podium, ça ne changera pas l'impression finale qui est de pas avoir vu une très belle saison, de s'être quand même pas mal fait chier les 3 quarts du temps des matchs. Donc voilà, c'est quand même pas... mais bon, la finale en Coupe de France qu'on perd, avec des regrets, forcément. La Ligue des Champions qu'on se fait, qu'on rate complètement. Enfin, là, c'est vrai qu'il y a un peu ce genre de choses. Ouais. Il y a des mais bon, c'est l'essentiel aujourd'hui. De toute façon, c'est d'aller en Europe. La Ligue des Champions, c'est certain que c'est mieux. Encore que je suis pas sûr qu'on construise un effectif la saison prochaine pour y figurer convenablement. Maintenant, je serais quand même content d'aller en Europa League, parce que pour moi ça reste essentiel d'être européen à la fin de la saison, et je pense qu'on le sera. Je pense qu'on arrivera à l'être. Voilà. Enfin maintenant, après je suis nul en prono, hein, vous avez remarqué. Et puis en plus, dans le même temps, Delors vient d'inscrire le premier but face à Bordeaux. Voilà, justement, c'est ce que je dis, je suis nul en prono. Non, bon, ils sont encore dans le rétro, hein, ils vont pas nous revenir. En tout cas, on a notre destin en main à ce niveau-là. Oui. Par contre, attention. Et puis surtout, on a un calendrier quand même qui est un peu plus facile, entre guillemets, que d'autres. Puisque le prochain match du coup ce sera Lille. Alors Lille, c'est toujours un peu chiant, hein, comme équipe à jouer, mais c'est une équipe qui clairement est depuis l'épisode Ben Arfa, alors je sais pas si c'est lié, mais depuis l'épisode Ben Arfa s'est complètement écroulé sur sa dynamique, alors que justement c'était une équipe qui était bien remontée depuis quelques mois, mais là ils sont en train de s'écrouler complètement. Ils ont vécu une après-midi cauchemar contre 3 avec 3 pénaltys concédés. Ça c'est quand même ça, je sais pas si dans un match on en a vu beaucoup des stats pareils. 2 joueurs exclus, et pas des moindres, puisque c'est Renato Sanchez et Yılmaz, voilà, qui ont été exclus. Encore que Yılmaz fait pas une super saison, il me semble, cette année. Non, contrairement à la saison dernière. Mais voilà, donc ce sera très très bon à prendre pour nous, d'autant qu'on va enregistrer à nouveau les retours de Vanderson, Tchouaméni, Disasi. Il n'y aura pas Gelson Martins qui lui sera suspendu pour cette... Je ne verrai pas courir Gelson Martins. Il n'y a pas de piste d'athlétisme à Lille, remarque. Voilà. Donc
Dommage. Donc voilà, et puis après ce sera Brest. Alors Brest, attention, parce qu'on a déjà perdu contre eux au match aller. Et enfin, on finira la saison à Lens. Donc ce seront pas des matchs simples non plus, mais avec ce qu'on dégage depuis quelques matchs et ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est vrai que face à une équipe milieu de tableau, j'ai l'impression qu'on a beaucoup plus de certitude aujourd'hui, donc le moyen de l'emporter. En tout cas, voilà, ça fait plaisir cette 7e victoire de suite qui nous redonne un petit peu d'intérêt tout simplement sur cette fin de championnat et d'envie, puisque voilà, on rappelle il y a un mois et demi, c'était compliqué. Oh là là, on avait qu'une seule chose, c'était de passer au mois d'août directement. Mais voilà, en tout cas, on profite maintenant que ça fonctionne bien. Évidemment, on espère que Monaco va réussir à accrocher le podium et surtout quand même au moins valider ce top 5 très très vite. Merci Quentin, merci à tous de nous avoir suivis sur Twitch, dans le chat, surtout parce que il n'y a que les commentaires d'une seule et même personne quasiment. Je les vois pas, mais bravo à lui. Ouais, mais c'est en direct sur le chat. Mais voilà, merci à tous en tout cas de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, ce sera le Mur des légendes qui sortira demain, consacré à Christian d'Alger. Et puis bien sûr le débrief de Monaco-Lille le week-end prochain. On joue vendredi, donc voilà, normalement on devrait pouvoir vous faire un débrief, sortir un débrief un petit peu plus tard dans la soirée. Merci Quentin, merci à tous de nous avoir suivis et passez une bonne fin de journée. Salut à tous et Dagemunego. Ciao ciao. Et bisous.